C'est le dimanche 30 septembre, à 10 heures du matin, que je rencontrai Gaston Lorchet pour la première fois. Et croyez-moi, je ne suis pas près de l'oublier. Ce personnage, haut en couleur, s'était présenté à la gendarmerie et avait déclaré qu'il désirait voir de toute urgence l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé. Il avait, prétendait-il, des choses importantes à dire, des choses où il était question de vie ou de mort. Après bien des hésitations, et devant la farouche détermination de Lorchet, l'adjudant Saya me fit prévenir. Et c'est ainsi que, remettant à plus tard ma séance d'équitation, je reçus ce dimanche matin le dénommé Gaston Lorchet. Vous savez, au cours de ma carrière, j'ai rencontré pas mal de personnages étranges. Mais j'avoue que quand Lorchet est entré dans mon bureau, je suis resté quelques secondes sans voix. Imaginez un homme dans la soixantaine, le cheveu long et sale, ridé comme une vieille pomme, vêtu de ce qui fut en des temps lointains une tenue léopard comme en portaient les commandos en Indochine. Il était chaussé de bottes de saut trouées. J'ai, pour ce qui me concerne, mon brevet de parachutiste, un certain nombre de sauts et quelques décorations. Mais je dois dire que je fus très impressionné par le nombre de médailles que notre homme arborait sur sa poitrine. À peine entré, il se mit au garde à vous, claqua des talons et salua. « Sergent Lorchet, dis goutte à cause que je picole sec, dis traîne-latte à cause que je suis itinérant, dis trompe la mort à cause que j'ai fait l'Indochine et que j'en suis revenu. Dis capitaine Crochet à cause que je me sers d'un tisonnier pour faire les poubelles, à cause que je suis chiffortingue. » Pardon, vous êtes quoi? Chiffortingue, mon commandant. Chiffonnier, quoi. Habits, chiffon, pot de lapin, ferraille à vendre, c'est moi que vous entendez tous les matins dans les rues quand je passe avec ma voiture. Enfin, je veux dire, mon landau, quoi. Je suis sergent de réserve, ancien du 10e BPCP, un sacré bataillon de chasseurs à pied parachutistes, totalement décimé en Indochine. On est à peine 8 de rescapés. Bref! Militaire dans l'âme, je mets un point d'honneur à m'adresser à un militaire, vu que les gendarmes, c'est d'abord et avant tout des militaires, pas vrai? Oui, bref, au fait, sergent, au fait. J'y arrive, mon commandant. Tout d'abord, faut que je vous dise que mon pavillon se trouve juste en bordure de la décharge municipale et publique, à la sortie de la ville, le long du canal, voyez. En fait, j'habite près de mon lieu de travail, vu que la décharge municipale, contrairement à ce qu'on prétend, ça rapporte beaucoup plus que les poubelles de la ville, vu et à cause que les boueux y sont plutôt... Bref. Hier soir, samedi, je suis rentré chez moi vers les 9h, 9h30. Vu que j'étais fatigué, je me suis endormi presque aussi sec. Et c'est ce matin, vers les 8h, qu'une odeur épouvantable m'a réveillé en sursaut, une odeur que je vous dis pas, mon commandant. Alors, je me suis levé et j'ai regardé dehors, et là, qu'est-ce que j'ai vu? Hein? Je vous le donne en mille. Qu'est-ce que j'ai vu? Un mec qui cramait. Quoi? Oui, mon commandant, au beau milieu de la décharge, il y avait un mec qui brûlait, un mec coupé en deux qui brûlait. Alors moi, j'ai fait ni une ni deux, hein. J'ai écouté que mon courage, j'ai fait mon devoir, quoi. Je suis venu vous mettre au parfum, si je puis dire. Des fois qu'il y aurait une petite prime, hein. Ben, si vous voulez, mon commandant, je vous conduis à ma résidence. Et c'est ainsi que le sergent de réserve Lorchet, du 10e BPCP, nous mena à ce qui lui tenait lieu de domicile. En fait, domicile, imaginez, coincé entre le canal et la décharge publique, une sorte de cabane, comme en construisent les enfants. Une espèce d'assemblage de cartons, de morceaux de tôle et de branchages, sans porte ni fenêtre, avec alentour une multitude d'objets hétéroclites. Réfrigérateur rouillé, sommier défoncé, cuisinière délabrée, et à une dizaine de mètres de la cabane, le corps d'un homme se consumant. Immédiatement, je fais éteindre les dernières flammes et appeler le médecin légiste et l'ambulance. Et l'enquête commence. Dans l'obscurité la plus totale, tant les faits paraissent irréels. Le cadavre, enfin ce qu'il en reste, repose sur une sorte de housse en matière plastique, en partie déchirée et à demi consumée. Le corps est sectionné en deux parties au niveau du bassin
et la tête est séparée du tronc. Le thorax est entièrement vidé. Le cœur, le foie, la rate, tout a disparu. Les membres inférieurs, également brûlés, sont contenus dans un pantalon de grosse toile. Il manque la jambe gauche. À la tête, en partie calcinée, adhèrent encore quelques touffes de cheveux clairs. Aucun indice ne permet d'identifier l'homme dont le décès semble remonter à quelques jours. L'ambulance arrive et j'apprends que le médecin légiste ne sera pas là avant demain lundi. Alors que mes hommes s'apprêtent à déposer les restes à demi consumés dans l'ambulance, j'aperçois, collés au dos de la housse qui enveloppait le corps, 2 morceaux de papier. Ce sont en fait 2 photographies. En les examinant de plus près, je remarque que l'une des 2 photos est complètement effacée et inexploitable. L'autre, en revanche, représente une scène de famille. Un groupe de personnes est attablé, levant le verre joyeusement, mais la silhouette de l'un des convives a été découpée proprement à l'aide de ciseaux. J'ignore bien sûr si cette photographie a un lien quelconque avec le cadavre. Elle pouvait fort bien se trouver là avant que le ou les meurtriers déposent le corps. L'identification des personnages figurant sur cette photo sera difficile, mais à ce stade de l'enquête, c'est tout ce que j'ai comme élément. On verra bien. Dans un premier temps, mes hommes procèdent à une fouille complète de la décharge publique et de ses abords, inspectant minutieusement les berges du canal dans l'espoir de découvrir d'autres indices, des traces du passage des meurtriers ou, peut-être, d'autres photographies. Pendant ce temps, de retour à mon bureau, j'apprends qu'aucune disparition n'a été signalée ces derniers temps. Ce cadavre me paraît de plus en plus difficile à identifier. Je reçois à nouveau Gaston Lorchet. « Sergent Lorchet, vous me dites que vers 21h hier soir, vous étiez chez vous et que vous n'avez rien remarqué d'anormal. »« Affirmatif, mon commandant. » Et que ce matin, vers les 8h, vous avez été réveillé par une odeur insupportable. « Exact, mon commandant. » Sergent, vous prétendez n'avoir rien vu, rien entendu entre hier soir 21h et ce matin 8h. Mais enfin, Lorchet, vous ne me ferez jamais croire qu'on a pu déposer un cadavre et y mettre le feu à 10 mètres de chez vous sans que vous n'ayez rien entendu. Bah, mon commandant, faut que je vous dise. Hier, c'était le 29 septembre, pas vrai? Et le 29 septembre, c'est la Saint-Michel, le patron des parachutistes. Alors j'ai fêté ça avec quelques potes, et puis je suis rentré chez moi et j'en ai encore éclusé quelques-unes, n'est-ce pas? Ce qui fait que pendant un certain temps, j'ai pas été très opérationnel, si vous voyez ce que je veux dire, mon commandant. Oui, je voyais très bien ce qu'il voulait dire. D'ailleurs, les bouteilles vides retrouvées dans sa cabane étayaient fortement les dires du bonhomme, qui, au demeurant, n'avait pas mauvaise réputation. Je le priais néanmoins de ne pas quitter la ville et de se tenir à ma disposition, ce qui parut l'enchanter. Entre militaires, pas vrai? Puis je fis procéder à l'audition de tous les voisins et riverains par un travail de porte-à-porte effectué par des équipes mixtes, section de recherche et brigade territoriale. La photographie trouvée sous le cadavre a été nettoyée et placée sous un cache transparent. Elle est systématiquement présentée à tous. Hélas, sans résultat. Soudain, à 16h30, les choses se précipitent. Hubert Ledeuil, le garde champêtre, croit reconnaître sur la photographie, parmi les convives, un certain Daniel Vérin, artisan plâtrier habitant le hameau des Ormes à 4 ou 5 kilomètres d'ici. Cette piste allait-elle enfin nous conduire au meurtrier? Gaston Lorchet, ancien parachutiste et chiffonnier de son état, a découvert dans une décharge municipale un cadavre en train de se consumer. Nous n'avons trouvé aucun indice, sauf, collé à la housse qui contenait le cadavre,
une photo représentant une réunion de famille dont l'un des personnages a été découpé soigneusement au ciseau. On présente la photo à tous les habitants des environs et c'est le garde champêtre qui reconnaît sur le cliché un certain Daniel Vérin, artisan plâtrier. Aussitôt, accompagné des gendarmes Beauvais et Marchelot, je me rends chez ce monsieur Vérin qui me reçoit d'ailleurs fort aimablement. Il se reconnaît effectivement sur la photo, mais il m'explique que, très récemment, il a fait du rangement dans sa cave et qu'il a acheté pas mal de vieux papiers inutiles et encombrants. Monsieur Vérin est souriant, détendu, et je suis très déçu. Oui, je suis déçu parce que je croyais tenir une piste et me voilà face à un artisan paisible d'une trentaine d'années, honorablement connu et père d'un petit garçon de 4 ou 5 ans qui joue au ballon dans le jardin. Il ne me reste plus qu'à prendre congé, mais j'ai l'habitude de ne jamais négliger aucun détail. Je sais que M. Vérin est marié aussi, je demande à rencontrer sa femme, Monique. Elle est souffrante et alitée. J'insiste. Allez savoir pourquoi. Monique Vérin me reçoit donc dans sa chambre. La pièce est vaste et claire, joliment meublée, pourvue d'une magnifique bibliothèque remplie de livres. Monique Vérin m'apprend que ce sont ses livres. Apparemment, elle lit beaucoup. Vous connaissez le vieil adage « Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es ». Alors, tout en écoutant les aimables propos de Madame Vérin, je jette un coup d'œil sur les titres des livres. Et là, je reste interloqué. La Kabbale, les formulaires magiques de la Chaldée, magie de l'Égypte, les grands maîtres de la magie, Albert le Grand, les talismans, la magie noire chez les cathares, Luther et le diable, histoire de Lucifer, etc., etc. Madame Vérin est passionnée par la lecture d'ouvrages ésotériques. Passionnée, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, tout à coup, il me vient une idée, une sorte d'intuition. Je lui demande si elle pratique des rites d'envoûtement et d'exorcisme, et je lui montre la photo que j'ai trouvée au dos de la housse qui enveloppait le cadavre. Je lui demande si elle connaît le personnage découpé sur la photo. Monique Vérin se trouble, balbutie et s'effondre en larmes. Puis, entre deux sanglots, elle me raconte que, dans la nuit de samedi à dimanche, Daniel, son mari, et une femme du hameau voisin se sont livrés à des rites de désenvoûtement dans la cave du pavillon. Elle me jure, ses grands dieux, qu'elle ignore ce qu'ils ont fait, mais elle accepte néanmoins de nous conduire au sous-sol. Au passage, je prie M. Vérin de nous accompagner. D'une main tremblante, Daniel Vérin, blanc comme un linge, ouvre la porte de la cave. Une odeur épouvantable, épaisse, âcre, nous prend à la gorge. Il est évident qu'un cadavre a séjourné dans cette pièce. La scène qui s'offre à nos yeux est littéralement fantastique, irréelle. Tout au fond de la cave, 2 énormes roues de charrette sont couvertes d'une 50aine de cierges à demi consumés. Sur une table basse sont alignées des statuettes dont les corps sont percés par de longues aiguilles. Un mouton égorgé et vidé pend au plafond. Dans un recoin de la pièce, 4 petites boîtes en bois blanc de 50 cm environ en forme de cercueil. Chacune contient des morceaux de viscères, cœur, foie, du sang et des fragments humains, ainsi que la photographie découpée d'une personne. C'est ainsi, vraisemblablement qu'accidentellement, l'autre partie de la photo a dû rester collée à la housse enveloppant le cadavre pour devenir le principal indice de cette affaire. Je prie Madame et Monsieur Vérin de nous accompagner à la gendarmerie. Arrivé dans mon bureau, le couple s'effondre. Monique Vérin pleure en silence et son mari, prostré, semble tout à coup réaliser l'horreur de ce qu'il a accompli cette nuit.
il ne cesse de répéter que pour en arriver là, il fallait qu'il soit vraiment envoûté, ensorcelé. Et puis, soudain, comme pour se délivrer, il raconte. Il raconte l'incroyable cérémonie d'exorcisme destinée à chasser le démon qui s'était emparé de son fils Frédéric et de lui-même. Depuis le début de l'année, le petit Frédéric est malade. Il ne cesse de tomber, de se blesser, d'avoir de la fièvre. Il n'a plus d'appétit et les médecins ont beau lui prescrire des vitamines, des fortifiants, rien n'y fait. Frédéric dépérit de jour en jour. Pour ce qui le concerne, M. Vérin est lui en parfaite santé, mais ce sont ses affaires qui vont mal. Depuis le mois de janvier, il perd ses clients l'un après l'autre. La banque lui fait des misères. On lui en veut. Monique, sa femme, est persuadée que seule la magie peut les aider. Elle lit beaucoup de livres à ce sujet, on l'a vu. Elle sait. Elle sait et elle persuade son mari d'avoir recours à un exorciste afin de les désenvoûter. Le coupable est certainement un de leurs proches parents, un jaloux. Et elle sait lequel. Elle sait tout, Monique. Alors, Daniel Vérin se met en quête de trouver celui ou celle qui va les délivrer. Et il finit par trouver une vieille paysanne du bourg voisin qui paraît compétente et qui accepte de les aider. Et surtout, elle ne demande pas trop d'argent. Daniel Vérin supplie la sorcière, Jeanne Martron, d'agir au plus vite. Ce qu'elle fait. Pour accomplir le cérémonial de désenvoûtement, il faudra se procurer le cadavre d'un homme mort depuis peu de temps. Sur ce point, le livre du grand Albert est formel. Après être parti en reconnaissance dans les cimetières de la région, le choix se porte sur la tombe d'un ouvrier agricole décédé quelques jours auparavant. On achète une centaine de cierges dans les églises des environs et on se donne rendez-vous le 29 septembre au soir. Vers 21h, Daniel Vérin vient chercher la sorcière, puis ils se rendent tous deux au petit cimetière du Bas-Bréau. La voiture est garée près de l'entrée. Il décèle la pierre tombale et ouvre le cercueil. Puis, dès que les traces de la profanation sont effacées, il charge le corps dans l'auto et, arrivé à la maison, le transporte dans la cave. Mais l'émule de la Brinvilliers se souvient tout à coup que, pour que le rituel soit efficace, il faut recueillir le sang d'un mammifère égorgé. Qu'à cela ne tienne. Daniel et la vieille iront voler un mouton, tâche moins aisée qu'il n'y paraît. Tous les ingrédients étant réunis, la cérémonie peut commencer. La prêtresse égorge le mouton, découpe le cadavre de l'homme auquel elle enlève le cœur, le foie, la rate, et dispose le tout dans les 4 petits cercueils qu'elle a apportés. Elle allume les cierges et débite pendant 2 ou 3 heures des formules kabbalistiques. Puis, vers 6 heures du matin, Daniel et la sorcière vont déposer le cadavre, ou ce qu'il en reste, dans la décharge publique. Ils l'arrosent d'essence et y mettent le feu. La vieille a assuré qu'il brûlerait vite et bien. Voilà. Il est fort probable que, sans le capitaine Crochet, non, je veux dire le sergent Lorchet, le corps aurait brûlé, ainsi que la housse qui l'enveloppait, et la photographie. Les époux Vérin et la femme Martron furent condamnés à des peines de prison avec sursis, en plus des amendes et réparations des préjudices. Mais voyez-vous, le plus étrange dans cette histoire, c'est ce que j'ai appris le mardi matin. On venait de retrouver Georges Ballon, mort à son domicile, terrassé par un infarctus, d'après le médecin.
Or, Georges Ballon était ce proche parent soupçonné d'avoir jeté un mauvais sort sur la famille Vérin et contre lequel la sorcière Jeanne Martron avait, dans la nuit du 29 au 30 septembre, déployé force magie noire. Coïncidence? Hasard? Mystère? Allons, comme disait mon père, le patron pêcheur Kermadec, il ne faut pas être superstitieux. Ça porte malheur. Cher Kid, j'ai reçu ta lettre l'autre jour et j'étais bien content d'avoir de tes nouvelles. Aussi, je m'empresse de te répondre. Mon vieux, apporte toute ton attention à ce que je vais te dire car c'est très important pour toi comme pour moi. T'as besoin d'argent? Moi aussi. Je sais comment en trouver pour nous deux, mais que je te raconte. Je suis à Reno, dans le Nevada, depuis 3 semaines. J'y étais venu pour jouer et j'ai perdu tout ce que je pouvais perdre. J'ai vendu ma voiture et mis au clou jusqu'au moindre objet de valeur que je possédais et j'ai misé à fond. Certains soirs, j'ai gagné jusqu'à 1000 $, mais j'ai pas lâché et j'ai continué à jouer. Et j'ai tout perdu. J'ai même plus de quoi me payer des cigarettes. Et sais-tu pourquoi j'ai perdu tout cet argent? Moi, je le sais. Du moins, je l'ai compris maintenant. En fait, comme je ne savais pas miser, je misais n'importe comment. Mais à présent, j'ai trouvé un système pour jouer au loto absolument infaillible. Comment je sais qu'on ne peut pas perdre avec mon système? Parce que je passe mes jours et mes nuits à le perfectionner. Mais si je tiens ma martingale infaillible pour le loto, ce que je n'ai pas en revanche, c'est le capital, et je n'ai aucun moyen de me le procurer. Avec une misérable somme de 100 $ minimum, je pourrais ratisser un gros paquet pour toi et pour moi. Sans blague, tu as travaillé assez longtemps avec moi au magasin pour savoir que je suis fort en calcul. J'ai étudié à fond les résultats d'au moins 10 000 parties et je sais que mon système ne peut pas rater. Envoie-moi 100 $ minimum et je te garantis au moins 500 $ et plus dans les 5 jours. 6 juin, une feuille de paris et de résultats que j'ai étudiée pour toi afin que tu constates par toi-même que nous ne pouvons pas manquer de gagner une fortune. Vois-tu, Kid, la raison pour laquelle tout le monde perd, c'est que les gens misent sur les cases de 12 500 et de 25 000 $. Ils veulent faire le gros coup tout de suite et les chances sont de 1 pour 90 000. Je l'ai calculé. Et aussi, ils changent de numéro à chaque partie et n'en jouent que quelques-unes. Mais il y a 200 parties par 24 heures. Selon ma méthode, je peux réussir chaque soir au moins 2 parties de 555 $ chacune, ce qui, comme tu peux en juger toi-même, représente plus d'un gros billet par soirée, sans compter un minimum de 500 $ en plus de petits rapports. Crois-moi, je ne peux pas perdre et toi non plus. Tout ce qu'il me faut, c'est 100 $ minimum pour démarrer. C'est une somme insignifiante pour édifier une fortune, j'en conviens, mais pour le moment, je ne sais pas comment me la procurer et c'est pourquoi je t'offre cette chance de t'associer avec moi. Je partagerai tous les gains moitié-moitié et je nous ramasserai infailliblement un gros tas de galettes. Ne t'éternise pas à réfléchir, Kid. Agis tout de suite. Ne dis pas à Sally que je t'ai écrit. Bien à toi, Jack Maroney. Cher Jacques, j'ai bien failli jamais recevoir ta lettre. Je l'ai trouvée tout à fait par hasard dans la boîte à ordures. Tout bêtement parce que c'est Sally, ta sœur, ma femme, qui ouvre mon courrier puisqu'elle reste à la maison pendant que moi je m'échine toute la journée à vendre des chaussures. Attention à ce que tu dis sur elle la prochaine fois.
Je te joins le billet de 100 $ en espérant que ça n'est pas trop tard. Je suis content que tu veuilles de moi comme associé parce que tu sais, Jacques, combien je te trouve intelligent. Autrement, tu serais pas passé de comptable à gérant de magasin. Je sais que tu vas ratisser un gros paquet de billets verts. Envoie-moi ma part de gain au magasin, pas à la maison. Je ne veux pas que Sally mette la main dessus. Bien à toi, Kid. Cher Kid, je suis bien content d'avoir reçu ta lettre. Nous sommes dans une telle dèche. Cathy a essayé de téléphoner à ses parents, qui n'ont même pas voulu accepter son appel. Elle a téléphoné alors à sa cousine qu'elle n'avait pas vue depuis 9 ans. Elle a accepté de payer l'appel et nous a envoyé 25 $ par mandat télégraphique. Eh ben, je les ai reçus le mardi matin et à midi, ils étaient envolés. Nous avons acheté quelques provisions chez l'épicier et comme j'étais déjà en retard de 5 jours pour le loyer et qu'il se chiffre à 22 $ par semaine, nous avons payé 15 $ d'acompte dessus. Quand ta lettre est arrivée avec l'argent, nous devions un total de 27 $ sur le loyer et il nous fallait payer une semaine d'avance si nous voulions rester. Comme tu le vois, ça faisait 49 $ et il a fallu que j'aboule le fric. Par-dessus le marché, Cathy a perdu la tête en voyant tout cet argent qui arrivait à la fois et elle a acheté des cigarettes et une bouteille de gnôle. Tu imagines l'ampleur du trou que tout ça a fait dans tes 100 $. En fait, nous les avons reçus aujourd'hui et ils ont déjà fondu. Peux-tu m'en avancer 100 autres? Minimum. Ceux-là, je te promets de les utiliser aussitôt dans le sens de nos intérêts communs. De toute manière, je n'ai pas le choix si je veux pouvoir récupérer tous les objets que j'ai laissés chez le prêteur sur gage. Ne me demande pas où j'ai pris tous ces trucs à engager parce que c'est une longue histoire. Mais voici ce que j'ai au clou. 2 machines à écrire neuves, un Polaroid, ma montre, la montre de Cathy, un attirail de pêche, une guitare et son ampli, 2 alliances, 3 transistors, mes outils et ma caisse à outils, une série de casseroles absolument neuves, une cafetière électrique neuve, une valise de 75 $ et un Leica. Tous ces objets magnifiques et coûteux, au total 5000 $, sont gagés pour 200 $ seulement et partent sur le marché, j'ai vendu ma voiture. Maintenant, tu comprends pourquoi je tire tellement le diable par la queue et pourquoi je veux appliquer mon système infaillible pour nous rendre riches dès que possible. Je ne suis pas seulement pauvre, je suis en plein dans la mouise et au bout de mon rouleau. Si tu veux investir ces 100 $ minimum, alors nous aurons tous les deux de l'argent. Je pourrais retirer mes affaires du clou, avoir une voiture et quitter cette ville, peut-être même avoir encore assez pour prendre un petit commerce. C'est te dire à quel point je suis sûr que ma méthode réussira. N'hésite pas, s'il te plaît. Réponds tout de suite à cette lettre pour t'assurer une part des bénéfices. Bon, je m'arrête parce que je veux faire partir ma lettre. Je dois encore sortir ce matin, il est maintenant 5 heures, pour chercher du travail. Il faut que je gagne au moins 20 $ pour les intérêts de ces machins que j'ai au clou. Sinon, je les perdrai la semaine prochaine et, crois-moi, non seulement les emplois sont mal payés dans cette ville, mais encore, ils sont durs à trouver. J'espère que tu te décideras de te risquer avec moi. J'ai étudié la question sous tous ses angles, et nous ne pouvons pas perdre. Alors battons le fer pendant qu'il est chaud, Kid. J'ai écrit à mon frère Charlie, mais il n'a même pas eu la courtoisie de répondre à ma lettre. Il est probablement trop occupé à boire de la bière. Bien à toi, Jack Maroney. Cher Kid, voilà. J'ai 38 ans aujourd'hui et j'avais même pas de quoi m'acheter un paquet de cigarettes avant que ton télégramme arrive avec l'argent. T'aurais pas dû gâcher $1 à téléphoner, ce qui veut pas dire que j'ai pas été content d'entendre ta voix. Écoute, Kid, je te crois quand tu dis que c'est tout ce que t'as pu récupérer et que la situation est vraiment difficile, mais ça n'est plus vrai. J'ai commencé à appliquer ma méthode au club ce soir et elle a marché exactement comme je savais qu'elle marcherait. J'ai touché 3 rapports de 555 $ chacun et avec les plus petites mises, je suis sorti en moins d'une soirée avec 20 000 $. Sans compter les consommations et les cigarettes qui ne m'ont pour ainsi dire rien coûté.
Mon petit Kid, je t'écris en hâte parce que je désire que tu me dises si tu veux les 10 000 $ qui te reviennent afin que tu prennes un peu de bon temps, ou si tu veux que je reste ici pour appliquer ma méthode infaillible comme nous l'avions projeté jusqu'à ce que je touche le gros paquet. Bien à toi, ton associé, Jack Maroney. Cher Jacques, continue avec tes numéros et ne perds pas la tête maintenant que nous avons un coup de veine. Lorsque nous tiendrons notre fortune, j'aurai tout le temps de mener la belle vie. Pour le moment, Sally me parle de nouveau et je ne suis pas trop à court de fric. Alors, bats ton fer pendant qu'il est bien chaud. Bien à toi, ton associé, Kate Finnegan. Kid paraît bien imprudent. L'avenir ne lui réserve-t-il pas quelques surprises? Confiant dans l'intelligence de son beau-frère, Kate Finnegan lui a, par 2 fois, prêté 100 $ pour qu'il joue au loto dans l'espoir qu'ils feront ainsi tous les deux fortune. À l'évidence, Jack a utilisé les premiers 100 $ pour éponger ses dettes, mais il semble que le second envoi de Kid, tous ces échanges se passent par lettres, lui ait permis de gagner déjà 20 000 $. Appâté par l'idée de gagner davantage, Kid a accepté que les 10 000 $ qui auraient dû lui revenir soient remis en jeu. À la suite de quoi, voici la nouvelle lettre que lui adresse Jack. Cher Kid, je suis bien content que t'aies décidé de tenir jusqu'au bout. Hein? Qu'en dirais-tu, mon petit Kid, si je t'annonçais que nous sommes riches? Eh ben, ça y est. Après avoir appliqué ma méthode infaillible au club pendant une semaine entière, je nous ai ramassé 13 000 $ net. C'est un joli profit, hein, quoi qu'en dise Cathy. J'ai retiré nos affaires du clou et le type a failli se trouver mal. J'ai acheté quelques vêtements neufs pour Cathy et elle n'est plus si pressée de partir. Et hier, mon petit Kid, j'ai décroché la timbale. J'ai visé le gros paquet de 25 000 $ et qu'est-ce que tu crois? Je l'ai eu. Aussi me suis-je quelque peu rincé la dalle ensuite. Allons, Kid, vieux frère, pourquoi te dirais-je des blagues? Je me suis saoulé comme un porc. Au matin, bon gré mal gré, je découvre que nous sommes, toi et moi, propriétaires d'un bougre de terrain pétrolifère dans un coin perdu du Nevada dont j'ai jamais entendu parler. J'ai rencontré ce type dans un bar et il a drôlement bien mené la vente, puisqu'à 9 heures du matin, avant que j'aille me coucher, tout était signé. Encore que je n'ai rien su à ce moment-là, évidemment. C'est seulement maintenant, à mon réveil, que tout m'est revenu, mais je n'ai pas l'argent pour me payer un billet de car. Car, le croirais-tu, Kid, nous avions 38 000 $ la nuit dernière, et aujourd'hui, il semble bien qu'il faille recourir de nouveau aux prêteurs sur gage. Seulement, si j'abandonne les trucs ici et que j'ai pas ensuite l'argent pour revenir les chercher, tout est perdu. Alors, Kid, tu comprends pourquoi je suis forcé de te demander de m'envoyer 100 $ minimum, afin que je puisse prendre le car avec Cathy et que nous allions faire un tour dans cet affreux désert jusqu'à cette espèce de puits sec que nous possédons, toi et moi. Mon frère Charlie ne m'a toujours pas écrit. Bien à toi, ton copain Jack Maroney. Cher Jack, tu sais ce que j'ai toujours pensé de toi et combien j'admire ton intelligence. Aussi, ne va pas penser un instant que je crois que tu t'es fait avoir. Si t'as jugé, étant ivre, que c'était une bonne affaire, c'est une bonne affaire encore quand t'es plus ivre. Mais bien sûr, j'aurais préféré que tu gardes 100 $ sur les 38 000 afin d'avoir maintenant un billet de car. Mais j'ai vendu mon attirail de pêche, ce qui était une bonne chose puisque l'hiver vient, alors je t'envoie le pognon. Bien à toi, Kid. Cher Kid, comment savais-tu que c'était une bonne affaire? Ça me dépasse. En tout cas,
C'en était une. Je veux dire que j'y croyais pas du tout quand on est arrivé là-bas avec Cathy qui me harcelait à me rendre dingue et tout le monde qui se fichait de moi froidement parce que toi et moi avions lâché ce bel argent sonnant et trébuchant contre du sable aride. Mais maintenant, personne ne rit plus. Cathy et moi avons passé 3 jours là-bas à nous bagarrer, à pleurer et pire encore, quand un vénard a trouvé du pétrole. Ça n'était même pas sur notre terrain, mais tu n'as jamais vu une chose pareille, Kid. Je ne l'aurais sûrement jamais cru si je l'avais pas vécu. Tout d'un coup, ce fut comme si une bombe atomique était tombée sur ce satané coin perdu. J'ai eu, pour le terrain que nous possédons, des offres proprement fabuleuses. Alors j'ai vendu parce que je voulais me sortir d'ici. Mon petit Kid, tu souhaiterais même pas à ton pire ennemi de vivre là-bas. Et moi, je suis ton associé. Alors, me voici revenu à Reno. Bien à toi, Jack Maroney. Cher Jacques, tu m'as pas dit dans ta lettre combien t'as obtenu d'argent, mais j'espère bien que ma part fera au moins 300$ parce que je dois arrêter les frais. J'espère que t'auras pas une mauvaise opinion de moi à cause de ça, mais je suis à bout de fric et je suis obligé de te demander ma part uniquement parce que l'anniversaire de Sally approche et qu'elle me réduira à coucher sur le tapis si je lui achète pas la série de casseroles qu'elle réclame à corps et à cri. Je t'ai envoyé l'argent que j'avais économisé pour son cadeau et je sais que tu me laisseras pas tomber maintenant que j'en ai besoin. Et si ma part est plus importante, peut-être que je pourrais me débrouiller pour aller fêter ça. Ne pense plus à ton frère Charlie, il n'est pas ton ami. Il répand en ville le bruit que t'es qu'un bon à rien et que Cathy t'a quitté parce que t'étais dans la dèche et que tu perdais tout au jeu. Rappelle-toi, n'envoie rien chez moi pour que Sally ne mette pas la main dessus, ni au magasin parce que le vieux monsieur Kirby est très mauvaise humeur depuis que t'es parti et qu'il est obligé de tenir de nouveau le magasin lui-même. Envoie ça poste restante au bureau central. Bien à toi, ton ami Kid. Cher Kid, nous avons eu 78 000 $ pour ce lambeau de sable, ce qui n'est pas une bagatelle, et je t'enverrai bien tout l'or du monde, si ce n'est qu'en ce moment, je suis au sans-coup. J'ai eu de la chance pendant un temps, bien sûr, mais à présent, la chance m'abandonne si vite que la tête me tourne. D'abord, il y a eu cette garce de Cathy. C'est une fille formidable quand les choses vont mal, elle s'accroche à 100%. Mais, mon petit Kid, comment qu'elle a décroché en vitesse quand est venu le jour de veine. C'était comme si on ne s'était jamais connus. Après tout ce qu'on avait supporté ensemble quand nous n'avions même pas de quoi fumer, elle m'a quitté au moment où je devenais riche. Le croirais-tu, Kid? Eh ben, moi, non. Écoute-moi, Kid, je compte sur toi pour brûler cette lettre, que Cathy ne la voit pas. Elle pourrait s'imaginer qu'elle me manque, ce qui est totalement faux. Tiens-le-toi pour dit. De toute façon, comme tu vois, je t'expédie la série de casseroles que nous avions au clou, parce que je m'en servirai sûrement plus jamais. Donne-la à Sally en même temps que le poste de radio et la cafetière. Seulement, lui dis pas que ça vient de moi. Je sais, Kid, que ta part de l'aubaine est de 39 000 $, mais je peux pas t'envoyer maintenant plus de 10 000 $ parce que j'ai acheté une mine d'étain en Bolivie et que j'ai besoin de tout le fric que je peux réunir pour y aller. Plus tard, je t'enverrai le reste des 29 gros billets avec les intérêts, bien que mon pauvre cœur souffre de ce que ma femme et mon ami me laissent choir tous les deux. Ne crois pas que je t'envoie pas ma nouvelle adresse parce que je suis ulcéré. Il faudra bien que je m'organise une nouvelle vie sans vous deux. C'est certain. Quand même, bien à toi, Jack. Cher Jack, j'espère que cette lettre te trouvera encore à Reno, bien qu'il y ait 2 semaines que je suis sans nouvelles de toi. Sinon, je suis foutu. Imagine un peu ce qui est arrivé. Ça a commencé avec le transistor que j'ai donné à Sally. Elle l'avait oublié le jour du pique-nique de la paroisse.
Quand la police a voulu le rendre à son propriétaire, quelqu'un a vérifié le numéro et a découvert qu'il avait été volé dans le magasin du vieux monsieur Kirby. C'était pas si terrible, mais quand les policiers sont venus me demander où je l'avais eu, j'ai pas pu leur dire où je l'avais acheté. Alors ils m'ont demandé, devant Sally, tu te rends compte, d'où je tenais tout l'argent qu'on me voyait dépenser si facilement en ville. Cette idiote de Sally, ta sœur, ma femme, s'est fâchée et, devant eux, m'a lancé à la tête la série de casseroles et la cafetière en criant « Et dis-leur donc aussi où t'as eu tout ça !» Alors j'ai été obligé de tout confesser et de leur dire comment toi et moi avions fait fortune à Reno, dans le Nevada, en jouant. Mais ils ont ri et déclaré que personne ne faisait jamais fortune en jouant à Reno, Nevada, ni nulle part ailleurs. Et on m'a mis en prison. Il paraîtrait que le vieux monsieur Kirby gardait son argent liquide sous une lame de parquet dans le sous-sol de sa maison et que cet argent a disparu. Alors on m'a accusé de l'avoir volé en même temps que les autres objets. Ils ont confisqué les 9 000 $ qui me restaient et veulent les 100 000 $ qui manquent encore. Sauf que je les ai pas et, de toute façon, est-ce que j'aurais volé les transistors et le reste si j'avais eu autant d'argent? Je leur ai dit et ils ont répondu « Parfait. Alors, où est Jack Maroney, le joueur? » Alors, où es-tu, Jack? J'ai brûlé tes lettres à cause de Cathy, comme tu me l'avais demandé. Mais toi, t'as mes lettres, et elles peuvent prouver que je suis innocent. À moins, Jack, que ce soit là le système infaillible pour devenir riche dont tu parlais dans tes lettres, qui est de me faire condamner à ta place pour te débarrasser de moi. Je comprends que t'aies pu imaginer quelque chose comme ça parce que tu sais combien je te trouve intelligent. Mais comment tu as pu mettre tout l'argent hors de portée de Cathy et des casinos, ça me dépasse. À moins que tu ne détestes Cathy autant qu'elle te déteste et que tu aies voulu te débarrasser d'elle aussi. Elle est venue vivre ici avec sa mère et quand les policiers l'ont questionnée à ton sujet et à propos des gains, elle leur a dit que tout ça, c'était un tas de mensonges, que tu n'avais jamais rien gagné à Reno, mais au contraire que tu avais tout perdu, y compris ses économies, que tu n'avais pas acheté de terrain pétrolifère et que tu étais dans une dèche noire quand elle t'a quitté pour mener une existence meilleure auprès de sa mère. Et aussi, je veux que tu saches, Jack, que c'est pas une femme pour toi. Et ton frère Charlie, c'est pas un frère pour toi. Il boit de la bière et raconte à tout le monde qu'il s'en doutait depuis toujours. Quant à ta sœur Sally, ma femme, c'est pas qu'elle me déteste, elle peut plus me sentir. Elle a déposé une demande en divorce et vient même pas me voir en prison. Signé Kid, le seul copain que t'aies jamais eu.